Bienvenue à vous, amoureux d'histoires glauques et de politique sordide. Asseyez-vous bien au fond de vos canapés, éteignez la lumière et verrouillez vos portes. Car aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une épopée glaçante, faite de manipulations sournoises, de trahisons obscènes et de pactes diaboliques. Imaginez un James Bond qui aurait mal tourné. Un thriller où le monstre, c'est le pouvoir. Ça vous tente ? Ok. Alors, préparez les pop-corns et les anxiolytiques, car croyez-moi, à la fin, vous aurez besoin des deux. Tout commence comme dans un vieux film de propagande. Après 2 guerres, l'Europe se remet doucement. Certains commencent à comprendre qu'à un tel rythme, il n'y aura bientôt plus personne à sacrifier, et qu'il serait quand même plus sympa, pour les affaires dira-t-on, d'arrêter de se foutre sur la tronche tous les 30 ans. Du coup, les sages de l'époque eurent une idée lumineuse, unir les pays pour ne plus se faire la guerre. Alors attention, spoiler alerte, sur le papier c'était magnifique, mais en vérité, je vous le dis, ça va surtout devenir un énorme étron technocratique. Juste bon à transformer la plèbe en forcenés du burn-out qui œuvrent pour des nations qui ne seront bientôt plus que l'ombre d'elles-mêmes. Arrive donc l'idée magique d'une constitution européenne. En 2001, à Laeken, en Belgique, si, ça existe, on lance officiellement l'idée d'un texte unique pour toute l'Union européenne. Une super constitution, ou plutôt un grimoire bruxellois rempli de sorts funestes et sournois. Et qui appelle-t-on pour présider cette gigantesque mascarade ? Allez, je vous le donne en 1000. Valéry Giscard d'Estaing. Un homme visionnaire, et qui accessoirement aimait aussi beaucoup les diamants. Là, on était en 1975. Pendant plus d'1 an, cette grande convention sectaire discute, débat, palabre, boit des verres à la buvette, tranche des têtes de veau sur des étoiles à 5 branches, bref, de la politique. Résultat, un pavé de 300 pages appelé pompeusement « Traité établissant une constitution pour l'Europe », plus communément surnommé « Traité de Rome II ». Rien que ça. Ça y est, le rêve européen est prêt et même en marche, pourrais-je dire. Alors, chaud devant et surtout n'oubliez pas votre lubrifiant, parce que la suite risque fort de provoquer des déchirures et des saignements. Le 29 octobre 2004, dans un décor romain hors de prix, nos 25 chefs d'État signent fièrement la chose. Jacques Chirac déclare alors que ce texte est la réponse de l'Europe au chaos du monde. Le pensait-il vraiment ? Rien n'est moins sûr, Mais pour l'histoire, on dira que oui. Même si on sentait déjà poindre l'envie du Nobel de la paix. Bon, pour que le machin entre en vigueur, chaque pays doit le ratifier. Ça veut dire l'approuver ou le confirmer par un acte authentique. Certains le font peinard, un tranquillou-bilou au Parlement. D'autres, plus téméraires, osent demander l'avis de leur peuple. Et c'est là que la France entre en scène. Chirac, peut-être un peu trop confiant à l'époque, décide d'organiser un référendum. Vous savez, cette grande fête nationale qui aide à faire passer la pilule, tout en faisant croire au peuple qu'il est maître de son destin. Les Français doivent pouvoir choisir, dit-il. Sur le moment, tout le monde trouve ça noble. Mais c'était sans compter sur le fait que quand on pose une vraie question au peuple, il peut y avoir des revers. Il peut répondre quelque chose qui n'était pas prévu au plan de départ. Donc ça y est, la campagne est lancée. D'un côté, le camp du oui squatte 70% du temps d'antenne, matraquage médiatique compris. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça des macroneries. De l'autre, une improbable armée de partisans du non, des nonistes, syndicalistes, souverainistes, communistes, gaullistes, paysans fâchés. Et surprise, ça marche. Le 29 mai 2005, c'est la claque. 54,67% de non. Participation massive et record. Le peuple s'est exprimé fort et clair. Le rêve européen se prend un uppercut venu des enfers. Comme un bon vieux coup dans les urnes. Ouais, on va pas se griller la vidéo tout de suite. Chirac, un peu sonné et masculé, reconnaît le résultat à la télé. J'en prends acte, dit-il. Il remanie son gouvernement pour faire illusion et propose une pause. Traduction, on attend que ça passe. 2 jours plus tard, Raffarin saute, De Villepin le remplace et Bruxelles serre les dents, les poings, les fesses et tout ce qu'ils peuvent serrer. Malheureusement, nous avions oublié qu'on avait affaire là à de vrais vilains, des vendeurs Thanos de l'époque, qui malheureusement ne comptaient pas en rester là.
Et pour régler ce léger contretemps, on allait bientôt devoir se farcir le Ant-Man de la politique française. Donc, pendant ce temps, l'UE se gratte la tête. Deux peuples, France et Pays-Bas, viennent de renvoyer la Constitution au placard. Panique à bord ? Croyez-vous. On lance le plan B. Et en France, c'est Sarkozy, à peine élu en 2007, qui s'y colle. Il dégaine une idée tordue, comme il en a le secret. On va faire un mini-traité. Mais cette fois, pas de référendum. Chat échaudé, crâne eau froide. Les Français ont de toute façon déjà bien assez causé. On passera plutôt par le Parlement. Et donc voilà le traité de Lisbonne. Même contenu, à quelques détails près, mais sous une autre forme. Giscard lui-même admettra qu'on a juste mélangé les paragraphes, enlevé l'étiquette Constitution et hop, c'est passé. Illisible pour le citoyen, dira-t-il. Un chef-d'œuvre de camouflage législatif. Sodome et Gomorre, version sarco-bruxelloise. Le 13 décembre 2007, les chefs d'État signent à Lisbonne. En France, pas de vote populaire. On modifie la Constitution vite fait, bien fait, au Congrès à Versailles, et on ratifie par le Parlement. Fin de l'histoire. Officiellement, la démocratie est sauve, le Parlement a voté. En vrai, le peuple, lui, on ne lui a jamais demandé son avis. Sarkozy dira à l'époque qu'il avait un mandat pour le faire. Oui, sauf que ce n'était pas vraiment prévu au programme. Mais bon, on s'en fout, de vous. Résultat, une large partie de la population vit ça comme une trahison. Et pas qu'un peu, le non de 2005, transformé en oui de 2008 par une simple astuce parlementaire, c'est vraiment tout l'art de la politique moderne, ça. Faire avaler une pilule qui avait pourtant été déjà recrachée. Mélenchon criera même au viol de la démocratie, ni plus ni moins. Enfin, du bruit, comme d'habitude, quoi. Des manifestants iront jusqu'à se bâillonner devant le château de Versailles. Ah bah dis donc, tu m'étonnes qu'avec ça, Sarko a dû trembler dans son slip kangourou bleu-blanc-rouge. Bref, rien n'y fait, le traité de Lisbonne entre en vigueur en 2009, l'affaire est pliée. Merci, elle est tout faire chez les Grecs. Le toucher rectal national est passé comme une lettre à la poste, sans heurts ni lubrifiant. Moralité, ce rêve bourgeois d'après-guerre avance encore et toujours. Mais sans les peuples, ou plutôt malgré eux et malgré les nations. L'épisode du traité de Lisbonne reste un traumatisme démocratique pour beaucoup de Français, même si, dans les faits, comme pour toute chose, il s'étiole à mesure que le temps passe. Pourtant, stricto sensu, quand le peuple dit non, ça devrait vouloir dire non, là aussi. Non ? Mais vu comme c'est ficelé, certains dirigeants peuvent se permettre d'entendre un oui, un non, un peut-être, ou même la Macarena s'ils le veulent. De toute façon, nous n'y pouvons rien. Enfin, tout du moins en l'état. Quant à Sarkozy, lui à l'époque, il a continué son petit bonhomme de chemin, du haut de ses talonnettes, avec son large sourire pervers et surtout satisfait d'avoir floué tous les Français. Bon, heureusement, depuis les choses ont un peu évolué pour lui, et ça devrait continuer même. Alors je sais, c'est une bien maigre compensation, une bien maigre consolation, mais bon, on ne va pas s'en priver non plus. Quoi qu'il en soit, la preuve est aujourd'hui faite qu'on peut poser une question au peuple, ne pas aimer la réponse, et lui cracher au visage comme si de rien n'était. Et pourtant, si vous tendez l'oreille, vous pouvez continuer à entendre parler de confiance populaire, de légitimité démocratique, sans crainte ni honte, de vraie politique, comme on en fait toujours bien trop. Mais chut, ne parlons pas des choses qui fâchent. Ne réveillons pas les vieux souvenirs, ces vieux démons qui pourraient nous rappeler à quel point nous ne sommes que du bétail, juste bon à effectuer le labeur dont ont besoin les puissants de ce monde.